Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode numéro 10 de notre podcast Marketing Reboot organisé par Numberly. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Grégoire Botorel et Sandrine Massé, professeurs à l'ESCP. Bonjour. Bonjour Thibault. Bonjour à tous les deux, je suis ravi de vous accueillir pour cet épisode consacré aujourd'hui au prix. Le prix juste ou le juste prix, ce que la recherche en marketing nous apprend. C'est le thème que nous avons choisi aujourd'hui avec cette idée importante à préciser d'emblée. Ce qu'est le prix juste, c'est au fond le prix équitable, le prix justifié qui apparaîtra comme faire, on pourrait dire, aux yeux des consommateurs. Le juste prix, c'est celui qui est calculé de façon rationnelle, économiquement correcte, le prix juste. Et donc, dans cette séance aujourd'hui, nous allons passer en revue les grands apports de la recherche dans le domaine du prix. Avec, pour commencer, cette réflexion importante qui est de savoir, au fond, le prix, eh bien, où trouver le juste prix ou le prix juste. Le prix, c'est la seule variable des 4 P que tout le monde connaît qui ont un impact sur le chiffre d'affaires. Et donc, c'est la seule variable qui va impacter, bien sûr, la marge de l'entreprise directement, encore une fois. Le prix, c'est aussi une variable quantitative, donc objective, on pourrait croire dans un premier temps, mais finalement, nous verrons au cours de cet échange et de cette réflexion qu'il y a une dimension émotionnelle très importante autour du prix. Et puis, et c'est lié bien entendu, nous le verrons, beaucoup de croyances autour du prix au fil des années, au fil des recherches que nous passerons donc rapidement en revue. Alors, le prix, ce n'est pas la valeur. La valeur perçue, comme l'expliquait Becker en 1957, elle provient d'une comparaison entre des bénéfices et des coûts. Alors Becker, c'est lui qui avait dit pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas considérer le consommateur comme tout simplement une équation du profit à résoudre. Donc vous voyez poindre le raisonnement de l'économiste à l'époque. Et puis plus tard, cette comparaison, elle a été clarifiée avec Holbrook qui écrit un article en 1999 sur le Consumer Value, a Framework for Analysis and Research. Et dans la vision de Holbrook et de ses co-auteurs, il y a cette comparaison entre des bénéfices et des coûts. Alors, du côté des bénéfices, on a bien sûr tout ce qui est fonctionnel, et puis on a également les bénéfices hédoniques, les bénéfices sociaux, on pourrait dire d'interaction sociale. Et aujourd'hui, et de plus en plus, et on sait que ça compte beaucoup pour le consommateur aujourd'hui, des bénéfices de type éthique, qui ne sont pas présents peut-être chez tous les individus, mais dont l'importance ne cesse d'augmenter. Ça, c'est donc les bénéfices, l'ensemble des bénéfices qui vont être comparés par les consommateurs avec les coûts. Alors les coûts, il y en a plusieurs également, bien sûr des coûts monétaires, des coûts d'opportunité, notamment le temps, des coûts de transport parfois quand on parle du prix en retail par exemple, des coûts psychologiques très importants pour le consommateur qui donc vont être intégrés par le consommateur dans cette grande comparaison au fond qui va être à l'origine du prix. Alors, quand on parle du coût du prix et de cette comparaison, on le voit, on a vite recours aux économistes qui, pour beaucoup, ont été longtemps à la recherche du juste prix. Ce juste prix qui est calculé pour qu'il y ait une forme d'équilibre pour l'ensemble des parties, l'ensemble des biens aussi, pour au fond, équilibrer les achats. Et donc, ce prix, c'est le prix qui permet d'assurer le meilleur fonctionnement possible entre les différents acteurs d'un même marché. Alors, Grégoire, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette recherche du juste prix par les économistes? Avec plaisir Thibault. Alors juste prix, on pourrait d'abord le voir comme, le prix calculé avec, justesse et en ce sens, éloignons-nous quelques instants du marketing en convoquant les pères fondateurs économistes de la rationalité du prix. Au départ, le prix est un sujet très rationnel. Alors
3 pères fondateurs sur la loi de l'offre et de la demande. Adam Smith, David Ricardo et Léon Walras. Pourquoi? Parce que le prix, initialement, c'est défini comme un point d'équilibre entre l'offre et la demande. Première tentative avec la richesse des nations, Adam Smith, 1776. C'est là qu'on commence à comprendre que la demande va augmenter ou diminuer selon que ce prix, justement, il diminue ou il augmente. C'est Ricardo, près de 50 ans plus tard, dans un autre ouvrage, fondateur des principes de l'économie politique et de l'impôt, qui vient façonner de manière beaucoup plus rigoureuse ces hypothèses pour démontrer que la loi de l'offre et de la demande, en effet, elle se rencontre à ce point d'équilibre et le prix a un rôle majeur parce qu'il ajuste à la fois l'offre et la demande, mais aussi les quantités. Quand le prix augmente, eh bien, finalement, les quantités achetées vont diminuer. Et on a ensuite Léon Walras, beaucoup plus récemment, les théories plus modernes de l'offre et la demande, et proposé la détermination de la demande en cherchant ce point d'équilibre de manière beaucoup plus pointue. Donc, initialement, c'est bien un sujet d'économiste. Ceci dit, ces travaux fondateurs, en fait, on peut d'ores et déjà dresser 2 grandes conclusions pour le marketing. Première conclusion de ces travaux fondateurs, c'est que la demande pour un bien ou un service, c'est une fonction décroissante de son prix. C'est-à-dire que la quantité d'un produit qu'un consommateur va acheter, c'est bien une fonction du prix de ce produit. Il y a une seule exception à cette règle, qui est un effet qui est connu, un effet qui est connu sous le nom d'effet Veblen. L'effet Veblen, c'est une situation plutôt atypique où la demande pour un produit ou un service, elle va augmenter à mesure que son prix lui-même augmente, ce qui est assez contre-intuitif en effet. C'est un phénomène qu'il n'est pas rare d'observer dans le secteur du luxe, où la demande peut augmenter. On l'a d'ailleurs constaté sur les 12 mois qui viennent de s'écouler, alors même que les prix augmentent. Donc ça, c'est la première grande conclusion. La deuxième conclusion pour le marketing, c'est qu'il peut y avoir une confusion. En effet, les consommateurs sont moins sensibles au prix qu'à une variation du prix, ce qui en fait est assez différent. On parle dans ce cas-là plus tellement de prix à proprement parler, mais d'élasticité, c'est-à-dire en fait qu'on va mesurer la réactivité de consommateurs à des évolutions dynamiques à la hausse ou à la baisse du prix. C'est ce qu'on appelle l'élasticité prix de la demande, qui devient donc le sujet central et qui laisse à suggérer, Sandrine, que quand on parle de prix, il y a évidemment une part de rationalité qui est très forte, qui vient du monde de l'économie, mais que c'est aussi, quand on parle de sensibilité, un sujet parfois un peu moins rationnel qu'on ne veut bien l'entendre. Oui, alors moins rationnel, on va dire, au sens des économistes. On leur doit énormément, comme tu viens de le rappeler, mais apparaît dans les années 70-80 un nouveau courant qui est porté eh bien, par des psychologues qui vont beaucoup apporter, vous voyez, à l'économie. Ce sont Daniel Kahneman, Amos Tversky, puis un peu plus tard, donc Richard Thaler, tous les trois d'ailleurs, qui ont reçu des prix Nobel pour leurs travaux qui sont une avancée gigantesque. L'économie comportementale qui va donc s'inspirer de la psychologie et se dire, eh bien, cet homo economicus, est-ce qu'il existe? Non. On le savait déjà en économie, il n'existe pas, mais ça a permis aux économistes de faire des modélisations en considérant que donc l'agent économique et le consommateur est rationnel, il cherche à maximiser son utilité, il dispose d'une information qui va être parfaite, illimitée, des préférences stables, connues. Dans la vraie vie, c'est pas tout à fait ça. Et c'est pas tout à fait ça, pourquoi? Parce que les uns et les autres, lorsque nous allons prendre des décisions, lorsque nous allons sélectionner de l'information, lorsque nous allons la traiter, nous allons nous appuyer sur des stratégies mentales qui vont nous permettre d'accélérer ce processus de décision, de cognition, d'analyse de l'information. Et parfois, nous allons utiliser, et même souvent, des biais cognitifs. Alors, des biais cognitifs, donc l'économie comportementale, on a travaillé un certain nombre, on a mis en évidence un certain nombre, il en existe des dizaines qui vont provenir éventuellement parfois de nos ressources cognitives qui sont limitées parce que nous croulons sous trop d'informations, nous avons peu de temps, on n'est pas intéressé par un sujet, ou alors tout simplement parce qu'on a des capacités cognitives qui sont réduites. Nos petits cerveaux sont vraiment des grosses machines, mais en même temps, parfois ils sont aussi, ils peuvent pas tout traiter.
Donc, ces capacités cognitives insuffisantes vont nous pousser à nous appuyer sur ce qu'on va appeler des heuristiques, des raccourcis, des biais. On va s'appuyer sur des croyances, des confiances, de notre disponibilité de l'information, la première qui va être en mémoire. Et puis, il y a aussi des biais qui vont venir de facteurs motivationnels, émotionnels, moraux. On va vouloir se conformer, on va avoir des dissonances cognitives. Bref, tout ça explique donc ces travaux dans lesquels Daniel Kahneman, Amos Tversky et puis Richard Thaler ont donc autant contribué pour essayer d'apporter à l'économie une nouvelle facette. Une expérience qui a été faite ici pour illustrer un de ces biais par Dan Ariely, donc du MIT, qui produit beaucoup et qui s'appuie beaucoup sur l'économie comportementale, qu'il applique à différents champs, dont celui du marketing et donc celui du prix, va être la suivante. Donc Dan Ariely, en 2008, vous voyez, c'est quand même des recherches qui sont relativement récentes, fait cette expérience. Il s'intéresse à des abonnements, à donc un magazine qui est The Economist, et à la tarification. Et donc, il prend un premier groupe qui sont à l'origine des étudiants, puis après, il l'a bien sûr dédupliqué sur d'autres types d'échantillons et a retrouvé les mêmes résultats. Et donc, il prend un premier échantillon d'étudiants de MBA ici au MIT. Et donc, il leur propose deux types d'abonnements avec The Economist. Le premier, c'est un abonnement qui va être purement en ligne, $59. Et la deuxième tarification, le deuxième abonnement qui est proposé, un petit peu plus cher, $125, mais là, vous avez pour $125 non seulement l'abonnement en ligne, mais aussi l'abonnement papier. Il demande à ses étudiants lequel achèteriez-vous, et 68% vont faire le choix de celui qui est le moins cher, c'est-à-dire l'abonnement en ligne. Et puis ensuite, il prend un autre échantillon. Il prend un autre échantillon d'étudiants complètement indépendants, qui n'ont pas pu se parler, etc. Et il recommence l'expérience tout en la modifiant. Et il la modifie comment ? Il la modifie en ajoutant une troisième proposition qui est toujours, bien sûr, l'abonnement en ligne seul, $59. Maintenant, il ajoute un abonnement papier seul, $125. Et la troisième offre qui est l'offre combinée, papier et online, abonnement online, à $125. Et il redemande lequel achèteriez-vous ? Et là, chamboulement dans les résultats, puisque l'offre qui est préférée maintenant et qui serait achetée à la majorité à 84%, ce serait cette troisième offre combinée, c'est-à-dire l'offre la plus chère. Alors, qu'est-ce qu'elle nous montre, cette expérience ? Elle nous montre que ce n'est pas le prix le moins cher qui va le plus attirer. Au contraire, augmenter votre prix, puisque c'est le prix qui va être apprécié. Et ce que nous montre cette expérience, c'est que l'irrationalité, au sens à nouveau économique du terme, ce qui a joué, c'est un changement de référentiel. Et en introduisant cette troisième possibilité du papier, de l'abonnement papier seul, on donne un nouveau référentiel qui met en évidence, en valeur, l'offre combinée et qui pousse donc les individus vers cette troisième offre. Merci beaucoup, Sandrine. C'est passionnant. On voit bien là que finalement, il n'y a pas que le prix qui compte, mais c'est aussi l'information sur le prix et surtout la façon dont elle va être traitée ou processée, on dit en anglais, qui va jouer un rôle déterminant. Alors Grégoire, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la façon dont les consommateurs vont analyser, lire les prix et au fond traiter cette information du prix ? Alors, est-ce que les gens lisent ou analysent les prix en question ? Alors, le prix, c'est un stimulus. On en revient ici à des précédents reboots sur les attitudes, par exemple. Alors, comme tout type de stimulus, le prix, c'est une information qui va être traitée par nous tous quotidiennement. Et comme tout traitement de l'information, il existe deux routes qui permettent de traiter cette information qui est véhiculée en fonction du contexte, en fonction de différents consommateurs. Alors deux routes, une route qu'on appelle la route centrale. Alors la route centrale, c'est je reçois un prix, j'ai une motivation à traiter ce prix et j'ai les capacités cognitives pour traiter cette information. La route centrale, c'est une évaluation systématique qui va conduire à une analyse du prix, qui est une analyse approfondie et donc à un jugement. La route alternative, c'est une route qu'on appelle périphérique. Je suis un peu moins motivé pour traiter cette information. Je vais donc le traiter par heuristique, comme tu le disais à l'instant, Sandrine, ce qui conduit
non pas à une analyse approfondie de ce prix, mais à une lecture rapide de ce prix, une fois que je l'ai traité par heuristique. Alors, quel est le prix dans ce contexte qu'un consommateur est prêt à payer? Alors, on va tous traiter cette information du prix, quelle que soit la route, centrale ou périphérique d'ailleurs, on va traiter cette information et on va tous, cette information du prix, la traiter de la même manière. C'est-à-dire que individuellement, on va arriver, quelle que soit la route, à un point de référence pour le comparer. Dans ce contexte, on parle évidemment de prix de référence et ce prix de référence, il dépend de 2 choses, de références qui sont, internes. Alors les références internes, c'est notre mémoire, c'est la capacité à se rappeler de prix qu'on a pu déjà rencontrer dans le passé et avoir envie de le faire. Ça, c'est les références internes qui sont gravées, qui sont ancrées. Et puis on a aussi des références qui sont externes. Alors les références externes, c'est de l'aide. Donc c'est un comparateur de prix, c'est booking.com, c'est être face à un rayon de dentifrice et j'ai toute la gamme de prix devant moi, les promotions, la fréquence des promotions dans une catégorie de produits. Voilà des références externes qu'on va tous mobiliser pour trouver notre prix de référence et nos prix de référence, ils sont tous différents. Alors ce prix de référence, il se situe dans un intervalle où on a l'ensemble des prix qui sont proposés sur le marché. Ça va du minimum, le prix le plus bas, au maximum, le prix le plus haut. Et donc, on va individuellement avoir une marge d'acceptabilité, un consentement à payer qui est plus ou moins important, mais qui est toujours un intervalle qui est plus ou moins proche de notre prix de référence. Ce que l'on sait de ce prix de référence, et ça c'est intéressant, c'est que le prix de référence, il dépend évidemment de chacun d'entre nous et surtout, il dépend aussi du contexte. Il n'est pas constant. Et donc, il convient de décomposer, de bien comprendre ce prix de référence. Alors, pourquoi ça dépend du contexte? Il y a des économistes que Sandrine, tu citais tout à l'heure, Richard Thaler en particulier, qui décompose ce prix de référence en nous disant attention, il y a 2 notions qu'il ne faudrait pas confondre. D'un côté, il y a de l'utilité d'acquisition. Alors, c'est quoi l'utilité d'acquisition? C'est la valeur que j'attribue à un article en relation avec son prix. J'ai un prix et je lui attribue une valeur, c'est d'un côté. Et puis de l'autre, il y a l'utilité de transaction, très différente. C'est la valeur perçue de l'opération. C'est la différence entre le prix réel demandé et le prix de référence. Et c'est vrai qu'on a tous conscience qu'on va effectivement pas forcément mettre le même prix pour acheter une bière au supermarché et pour acheter une bière le 15 août à la plage quand il fait 35 degrés. Si la bière vient à vous, on a une utilité de transaction qui est bien différente de l'utilité de transaction si je me trouve devant un rayon. Donc, on a bien décomposition de ce prix de référence à effectuer. Merci beaucoup, Grégoire. J'ai envie à présent de me tourner vers Sandrine Massé, professeure à l'ESCP, spécialiste du prix et de la promotion, qui nous fait l'honneur, pour ce podcast, de nous accompagner aujourd'hui et même de nous guider à travers les méandres de cette perception du prix. Alors, Sandrine, on a parlé du traitement de l'information du prix par le consommateur. Est-ce que maintenant, on pourrait réfléchir ensemble au framing, c'est-à-dire aux effets de la présentation d'un prix sur ce consommateur? Oui, bien sûr. Et moi, ce que je voudrais ici développer, c'est que le prix est peut-être avant tout quelque chose d'émotionnel. Pourquoi? Parce que c'est un signal. Et en recherche, donc on s'est beaucoup appuyé sur la théorie du signal aussi pour essayer de comprendre l'impact du prix sur le client, sur les consommateurs. Un nom de marque, une vidéo, une musique, une image, tout ça, ce sont des signaux dans le sens où ils transmettent de l'information. Un prix, qu'est-ce que c'est? C'est une suite de chiffres. Eh bien, une suite de chiffres est aussi un signal dans le sens où cela transmet de l'information. Alors donc, les chercheurs, d'abord, se sont intéressés au niveau de prix pour se dire est-ce qu'un niveau de prix va transmettre une information sur le produit et sa qualité? Oui, tous les uns et les autres. Lorsqu'on va faire une réservation d'une chambre d'hôtel, on n'a pas visité l'hôtel, on n'a pas vu la chambre, mais si on nous dit que la chambre, c'est une suite à 3 000 €, à 1 900, à 1 100, à 50 € ou à 150, immédiatement, on va associer ce prix avec un standard d'hôtel, éventuellement même avec un nombre d'étoiles, et on va tout de suite imaginer quelle est la qualité et associer le prix avec une qualité. Donc le prix est bien un signal de qualité. Le prix aussi va se lire autrement et la terminaison des prix est extrêmement riche en interprétation.
si le prix se termine par un chiffre en 9, si le prix est plutôt un prix rond, cela signifie aussi quelque chose. Et ça, ce sont des recherches sur lesquelles j'ai particulièrement travaillé depuis quelques années et sur lesquelles je voudrais vous dire quelques mots. Alors, quelques mots pour vous dire que la terminaison des prix n'est pas du tout un choix qui est neutre. Au contraire, elle doit, quand les pricers vont faire ce choix de prix, ils devraient le prendre en compte. Et je pense qu'ils prennent en compte quand on regarde des prix. On se rend compte qu'il y a des terminaisons qui apparaissent beaucoup plus que d'autres. Ainsi, on se rend compte que, oui, ce qu'on appelle les prix ronds, donc ces prix qui vont se terminer en double zéro par exemple, un prix si vous êtes dans du luxe ou des prix élevés, 1100, si vous êtes sur de la grande consommation, je ne sais pas moi, 10 €, c'est un prix rond. Ce sont des prix qu'on va observer relativement fréquemment. Et on va voir aussi que les prix qui sont juste au-dessous du prix rond sont extrêmement utilisés. La pratique par les pricers est très fréquente. Donc, au lieu de 10 €, vous allez voir 9,90 €. Au lieu d'un sac à main à 2000 €, vous allez le voir à 1990 €. Donc, on voit qu'il y a des terminaisons qui sont plus utilisées que d'autres. Et puis, les recherches ont montré, dont les miennes entre autres, que ce n'est pas neutre sur les ventes. C'est-à-dire qu'on peut voir des pics dans les ventes. Et en effet, quand votre prix va se terminer en 90 ou en 9, ou en 90 centimes, vous avez un pic dans les ventes, c'est-à-dire qu'il va y avoir plus de ventes que ce qui aurait été attendu. Alors un prix se lit par la gauche, mais aussi par la droite. Alors, se lit par la gauche, pourquoi? Parce que les uns et les autres, nous lisons de gauche à droite. Donc, comme nous lisons de gauche à droite, quand on va voir un prix, par exemple, prenons 1180, nous lisons 1100 quelque chose. Et notre cerveau, à nouveau, pour les biais cognitifs, certainement, dont on a déjà parlé tout à l'heure, nous avons tendance à arrondir, et on va arrondir à l'inférieur. Donc, un prix qui va être juste en dessous de 1200, juste en dessous du prix rond, va être arrondi à l'inférieur. C'est ce qui explique, vous voyez, pourquoi finalement, tant d'entreprises, certainement, vont utiliser les prix en dessous d'un prix rond, et pourquoi aussi on va observer ce pic dans les ventes, parce que les consommateurs, vous et moi, on va arrondir et on va donc percevoir à un niveau inférieur un prix par rapport au niveau où il est. Et la lecture du prix se fait aussi par la droite, donc. Et se fait par la droite, c'est-à-dire que les uns et les autres, on va regarder les terminaisons, alors certaines personnes plus que d'autres, des fois c'est inconscient, et nous allons donner des connotations, des sens, des significations aux terminaisons. Donc les prix en 9, en 90, c'est prix juste en dessous du prix rond. Nous allons donner souvent une connotation, c'est un prix bas, il a été réduit récemment, c'est une offre promotionnelle, il y a une promo, la qualité peut-être inférieure un peu à d'autres produits. Parfois, on va même mettre une connotation, oh là, c'est peut-être suspect si ça se termine en 9. C'est ce que la recherche a pu prouver. Un prix rond, par exemple 2000 €, là, la connotation va être, c'est plutôt un produit de qualité supérieure. Et puis tous les autres prix, 7,83 €, 12,32 €, là, la connotation de ce 32, de ce 83, va être, oh, là, c'est une entreprise ou un magasin, ils font des calculs précis. Donc ça donne confiance. Voilà ce que la recherche a pu montrer. Alors, si on regarde ces connotations, on pourrait aussi se dire, mais dans le luxe, j'ai déjà cité des prix, on a donné des prix de suite à 3 000 €, etc. On pourrait se dire, dans le luxe, quels sont les prix qu'on pourrait trouver? Est-ce que les gens sont trop riches pour se soucier des prix? Et est-ce qu'ils se seraient aussi trop riches pour se soucier des terminaisons des prix? Les prix, est-ce que la totalité des prix dans le luxe ne devrait pas se terminer essentiellement que par des zéros et être des prix ronds? Au contraire, est-ce qu'on devrait voir apparaître des terminaisons en 9, en 90? Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? Et puis, si on utilise ce genre de prix, de terminaison, est-ce que ça n'aurait pas un impact sur les codes du luxe, voire ça abîmerait la marque? Eh bien, quand on regarde, et on l'a fait donc avec des collègues, nous avons donc fait des recherches que nous avons donc ensemble publiées. Nous avons regardé donc différents types de produits, des vêtements de luxe, des sacs à main de luxe, des bijoux, des montres. Vous avez quand même beaucoup de produits qui ont des prix relativement élevés, mais qui ne vont pas être des prix ronds et qui vont être au lieu 50 000 €, 49 900, au lieu de 8 300, 8 290, etc., etc. Donc, partant de ce constat, avec mes collègues, nous sommes dit, donc c'est une pratique qui a lieu aussi dans le luxe. Qu'en pensent les clients?
qu'en pensent les consommateurs du luxe, ces clients du luxe. Alors, nous avons poursuivi, nous avons fait quelques études sur des clients du luxe, des expérimentations, des analyses conjointes, des enquêtes avec des questionnaires. Nous avions des planches de sac à main et des échantillons indépendants. Et puis, chaque échantillon, on leur montrait des planches de sac à main, mais pas avec les mêmes prix. Un échantillon, vous voyez des prix qui étaient qu'en 90, 1490 pour un sac, 2390 pour un autre. Un autre échantillon, on leur montrait les mêmes sacs à main, mais avec des prix qui étaient ronds, 1500, 2400. Et puis, on avait un troisième groupe qui était ce qu'on appelle un groupe de contrôle, où eux voyaient les vrais prix, 1480, 2440, etc. Et donc, ces personnes que l'on a interviewées dans notre expérimentation, on a déjà essayé de regarder l'impact, et est-ce qu'il y avait un impact négatif, donc pour ces personnes qui avaient regardé des prix en 90, qui avaient eu accès à des prix en 90 sur les sacs à main, s'il y avait un impact sur l'image de la marque. Eh bien non, il n'y a pas d'impact négatif des prix 90 sur l'image de la marque et de ses facettes. L'unicité, le prestige, la qualité, la cherté. Ensuite, on a complété avec l'analyse conjointe. Et l'analyse conjointe nous a permis de tester même la préférence. Et il s'avère que les produits porteurs de luxe, les produits de luxe porteurs d'un prix qui se terminerait en 90, sont préférés pour une grande majorité des clients. Alors, on s'est gratté un petit peu la tête et on s'est dit, mais oula, mais pourquoi? Que se passe-t-il? Et là, en étudiant un petit peu plus précisément, on s'est rendu compte qu'il y a une facette extrêmement importante dans le luxe, qui est la culpabilité des clients lorsqu'ils achètent des produits de luxe. Vous avez des clients qui n'ont pas de culpabilité. Et vous en avez quand même une grosse majorité, quand ils vont acheter un sac relativement cher, vont éprouver une certaine culpabilité. Et en fait, le fait que le prix se termine en 90 va leur envoyer un signal, à nouveau, de prix réduit. Ils vont aussi minimiser le prix avec l'effet qu'on a vu, ils vont sous-estimer, et donc ça réduit cette culpabilité à acheter des produits de luxe. Voilà pour les résultats de ces études et ces recherches extrêmement récentes que nous sommes en train de publier avec mes deux co-auteurs. Merci infiniment, Sandrine, c'est absolument passionnant. On le voit, on a commencé avec Becker, qui nous parlait d'un consommateur comme d'une équation du profit à résoudre. Et nous voilà, après avoir évoqué le framing et les effets de la présentation d'un prix, nous voilà à présent à parler de culpabilité ressentie par le consommateur lors de la perception d'un prix. Donc, on voit bien à quel point la psychologie du consommateur va être fondamentale dans cette appréciation. Alors pour cette dernière partie, bien entendu, il convient d'évoquer le prix juste, celui dont nous parlions en introduction, car si les terminaisons ont un impact et s'il ne faut pas être manipulateur, on l'a vu, éviter à tout prix que le consommateur ressente le fait qu'il puisse être manipulé, eh bien, il est clé d'avoir un prix perçu comme juste. Et donc, cette perception, elle est définie comme l'évaluation par le consommateur et par l'ensemble de ses émotions relatives au caractère raisonnable, acceptable, voire justifiable de la différence ou de l'absence de différence entre le prix du vendeur et le prix d'une autre partie peut être utilisé comme élément de comparaison. Grégoire, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce prix juste? Avec plaisir. Et puis, comment pratiquer ce prix juste? Ce qu'on sait depuis maintenant quelques dizaines d'années, c'est que si un consommateur, il a le sentiment que le montant qu'il vient de payer, il n'est pas récompensé à sa juste valeur, ce qui arrive dans certains cas, alors il peut ressentir de l'injustice. Alors, injustice, dans ce contexte, bien sûr, les chercheurs remobilisent une théorie qui est ancienne, souvent utilisée en marketing relationnel d'ailleurs, la théorie de la justice. Alors, la théorie de la justice, à l'ère du revenu management, du yield management ou des prix dynamiques, elle nous dit deux choses. D'abord, il y a une composante essentielle qui est l'équité perçue d'un prix. Alors, l'équité perçue, c'est est-ce que la justice est respectée dans ce ratio dont tu parlais, Thibault, entre les coûts d'un côté, les bénéfices de l'autre. Si ce ratio il est équilibré, alors l'équité perçue est bonne. Deuxième variable importante, la transparence perçue. Il y a de l'équité, il y a aussi la transparence perçue des informations sur le rapport qualité-prix et les avantages qui sont liés à chaque niveau de prix. Donc,
travailler sur ces deux composantes, l'équité d'un côté et la transparence de l'autre, apparaît essentiel, y compris dans un article très récent, 2020, de recherche et application en marketing. Alors, une politique, une stratégie de pricing qui est basée sur cette équité et cette justice, elle doit reposer sur deux variables. C'est ce qu'on sait depuis maintenant quelques mois et cette publication. D'abord, l'attente des consommateurs qu'une différence de prix, elle soit justifiée par une différence de valeur. Ça, c'est la première variable. Deuxième variable, c'est qu'il faut pouvoir expliquer avec clarté, avec précision, qu'une politique tarifaire, elle est ce qu'elle est, compte tenu des avantages qui sont liés à chaque niveau de prix, pour éviter des attitudes qui sont négatives, en particulier dans des contextes que j'évoquais à l'instant, de tarification dynamique ou fondée sur le revenue management, où parfois la transparence n'est pas toujours au rendez-vous, mais ce qui peut générer de l'injustice. Et donc, on arrive dans une ère nouvelle qu'on appelle souvent le fairness-based pricing, donc politique de prix basée sur la justice qu'on remet du coup au cœur du sujet en 2021. Merci beaucoup Grégoire. Il est déjà temps de faire notre reboot de ce podcast en rappelant au fond la différence principale que nous avons essayé d'illustrer ensemble pendant cet échange. D'un côté, la recherche du juste prix, une démarche au départ bien sûr entamée par les économistes, en rappelant que le prix c'est la seule variable des 4 P qui a un impact direct sur le chiffre d'affaires. Au commencement, on l'a dit donc, le prix, c'est ce point d'équilibre entre l'offre et la demande. Et puis, le prix, on l'a vu, bien sûr, permet d'identifier le fait que la demande d'un bien est une fonction décroissante de son prix. On a évoqué l'élasticité prix de la demande, le fait que les consommateurs soient plus sensibles souvent à la variation de prix qu'au prix lui-même. Tout ça, c'est la recherche du juste prix, de ce prix d'équilibre. Et puis, en parallèle de ça, en miroir de cette notion-là de juste prix, nous avons cette idée du prix juste. Le prix n'est pas que rationnel, il est émotionnel. La perception du prix par le consommateur va primer, bien entendu, et le traitement de l'information relative au prix va dépendre du contexte et de la motivation de l'individu, comme nous l'a expliqué Grégoire plus tôt. L'économie comportementale, c'est Sandrine qui a présenté ça, a effectivement montré combien des biais cognitifs pouvaient influencer l'évaluation de ces prix pour arriver au final à un prix juste qui soit respectueux de son client. Alors le prix, c'est un signal de la part de l'entreprise, un signal de qualité et puis grâce à Sandrine Massé, professeure à l'ESCP, nous avons pu aujourd'hui avoir en prise directe avec la recherche, finalement, la confirmation que la transmission, la terminaison du prix transmettait aussi de nombreuses informations sur le produit, sur l'entreprise, avec le résultat de ces dernières recherches, notamment appliquées au secteur du luxe. Donc on le voit, le prix n'en est qu'à ses débuts, j'ai envie de dire, en matière de recherche en marketing, énormément de sujets encore ouverts. On parle beaucoup aujourd'hui de dynamic pricing en e-commerce ou en retail, et je ne suis pas certain que nous ayons dans ces modèles de prix dynamiques complètement intégré les dernières recherches sur la perception notamment de ce prix juste. On pourrait avoir tendance avec le digital à oublier un peu certains acquis de la recherche sur la perception par le consommateur, comme nous venons de le voir. Bref, on le voit, plus que jamais, la recherche en marketing peut venir et doit venir éclairer les prises de décision des responsables marketing. C'était passionnant une nouvelle fois. Grégoire Botorel, merci. Sandrine Massé, merci également. C'était un honneur de vous accueillir tous les deux aujourd'hui. Et puis j'en profite pour remercier toute l'équipe qui travaille à ces podcasts. Je pense à Tom Villeneuve, à Catherine Marion et à Fabien Jougla. Merci à tous et
à très vite pour un prochain reboot, un prochain podcast consacré au marketing. Merci beaucoup. Merci Thibaut, à bientôt. À très bientôt.